Il y a des personnes qui, comme vous pouvez l'entendre d'ailleurs dans mes entretiens, parfois, protestent en disant les positions que vous tenez sont vos opinions personnelles. Et je trouve ça assez insupportable. Un chercheur qui a trouvé des choses, est-ce que ce sont des opinions personnelles? Le chercheur, à un certain niveau, il accède à une certaine forme d'impersonnalité. Et inversement, croire que parce qu'on va dire des choses qui ont déjà été dites, et qui sont dites par bien d'autres personnes, c'est un critère de vérité, c'est un gage de vérité. Et là, quelque part, on touche à un sujet important. La capacité à se démarquer d'un certain consensus est une condition indispensable pour faire avancer la recherche. Et le rôle de l'élite, c'est bien évidemment de prendre le contre-pied de ce consensus. Alors cette élite, elle est évidemment, comme son nom l'indique, une minorité. Parce que dès qu'il y a un choix, ce choix est minoritaire par rapport à tous les possibles existants. Et l'élite est, comme on le sait très bien, minoritaire. Par conséquent, cette espèce de procès d'intention, enfin on peut appeler ça comme on voudra, qui consiste à contester l'opinion de l'élite parce que précisément elle est minoritaire, c'est insupportable. Mais c'est révélateur. C'est révélateur d'un mode de fonctionnement cognitif, d'un mode de fonctionnement mental. Les gens qui appartiennent au groupe 1, dans le système que j'ai défini précédemment, sont des gens qui sont capables d'affirmer leur thèse, et ce mot thèse n'est pas polémique, n'est pas problématique en soi, à partir d'un nombre de faits qu'ils proposent, qu'ils mettent en avant, et ce sont ces faits qu'il faut mettre en avant, qu'il faut considérer, et non pas le fait qu'ils sont plusieurs ou pas plusieurs à dire cela. Quelqu'un qui, au lieu d'être capable d'analyser ces faits, va dire simplement « Ah ben ce n'est pas ce qu'on pense, ce n'est pas ce qu'on dit d'habitude », c'est une désenterie. Et d'ailleurs, curieusement, on s'aperçoit ainsi qu'un certain nombre de personnes tiennent des propos où ils ne font que répéter ce qui a déjà été dit. Même, par exemple, les antisémites, ils ne font que répéter des arguments qui sont déjà entendus. C'est intéressant, c'est un antisémite qui innove dans son argumentation. Par exemple, on va dire c'est plus intéressant que quelqu'un qui répète des choses éculées, des stéréotypes. C'est ça qui est la faiblesse de certains discours. Et puis alors, donc si tout en haut, il y a donc des gens qui sont capables de se référer à des faits et non pas à des on-dit et à des consensus, et l'autre jour, je discutais justement avec un rabbin, je crois, je ne sais pas s'il était rabbin, enfin, apparemment il était rabbin, à la synagogue, dans une synagogue du 13e, et il me disait, oui, mais c'est ce que vous pensez, c'est votre opinion, c'est pas l'opinion générale. Évidemment que c'est pas l'opinion générale. Ça m'a jamais intéressé de répéter l'opinion générale. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer les fragilités et les faiblesses de l'opinion générale. C'est pas d'y souscrire en aucune façon, bien évidemment, on aura compris ça. Mais c'était sa réaction. Alors, je l'ai déjà dit, dans toute communauté, il y a une hiérarchie, que ce soit les juifs ou pas les juifs. Et effectivement, ce monsieur, bon, il n'est pas du niveau de l'élite, il n'est pas du niveau supérieur, hein, quand il m'objecte. À partir du moment où quelqu'un commence déjà à vous dire que votre opinion n'est pas partagée,
ça veut dire déjà il est déjà pas au top. C'est déjà un argument qui est suicidaire, je veux dire, enfin, je veux dire qui démontre une faiblesse, qui démontre qu'il est déjà au deuxième niveau, au niveau 2, pas au niveau 1. Au niveau 1, et effectivement, le niveau 1, j'en ai parlé déjà cet après-midi, en ce dimanche 17 décembre, qui est déjà terminé depuis quelques heures. Le niveau 1, c'est le niveau de ceux qui sont capables de dire des choses qui ne sont pas reconnues, qui ne sont pas connues, mais à partir de documents qui sont observables. Quand je dis par exemple que Moïse n'est pas hébreu, c'est observable. On voit que Dieu ne dit pas à Moïse qu'il fait partie du peuple hébreu. Il dit, tu diras à mon peuple ceci ou cela. C'est pas la même chose. Il n'a pas dit à ton peuple. C'est pas mon opinion personnelle, c'est une observation. Bon. Donc, déjà, il y a une sorte d'amalgame qui me paraît déplaisant. Comme quelqu'un qui dirait, oui, mais c'est votre opinion. Oui, bon. Non. Alors j'ai répondu de manière assez cassante à cette personne en disant, écoutez mon vieux, votre petit jeu, il n'est peut-être pas capable de dire des choses personnelles, mais le mien, oui, il en est capable. J'ai suffisamment d'expérience pour que quand je dis quelque chose, ce n'est pas n'importe quoi, quand bien même ce ne serait pas partagé par d'autres. C'est la personne qui est en éclaireur, qui est à l'avant-garde, et qui n'a pas à répéter ce que tout le monde sait déjà et a dit déjà. À partir de ce moment-là, il faut prendre la peine d'écouter les arguments, d'analyser les arguments. Et pas dire simplement, ce n'est pas ce qu'on dit, ce n'est pas ce qui se dit. Bon, passons. Et ce qui est important pour les gens de niveau 1, c'est d'avoir affaire à des gens de niveau 2 qui soient à l'écoute, qui comprennent l'intérêt de cette mise en question, qui comprennent l'intérêt de ces interrogations, de cette interpellation. Le niveau 1 a besoin du niveau 2. Le niveau 2 a besoin du niveau 1. Par exemple, parler à ce rabbin, qui avait l'air finalement assez sensible à mes arguments, malgré tout. Eh bien, ça me permet éventuellement de communiquer avec le niveau 3. Ce rabbin, il est intermédiaire en quelque sorte. Le niveau 3, c'est le niveau des pratiquants, des fidèles, des gens qui ne sont pas capables de penser par eux-mêmes, mais qui peuvent comprendre par le biais d'un rabbin en qui ils ont confiance, qui peuvent avancer, qui peuvent évoluer dans leur orientation, dans leur conviction. Par ailleurs, le passage du niveau 3 au niveau 4 est intéressant aussi. Mais comme je l'ai dit l'autre jour, quand les gens de niveau 3 ne reconnaissent pas l'intérêt des gens du niveau 1 ni des gens du niveau 2, on a une société totalement sclérosée. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de montrer que les gens de niveau 3, je dis que le niveau 4, c'était le niveau des outils. Bon. Quelqu'un de niveau 3, c'est un instrumentiste, donc il a besoin d'un outil, un violon. Mais même le corps humain peut être un outil. Quelqu'un qui se sert de son corps, par exemple pour faire un enfant, il fait de la couveuse, il fait la couveuse. C'est la fameuse histoire de gestation pour autrui. Donc, effectivement, là nous avons un prolétariat en quelque sorte, qui se sert d'outils ou qui sert lui-même d'outils, qui est à peu près la même chose. De même, par exemple, quelqu'un qui lit un texte à voix haute, ben, il sert d'outil. C'est un outil, il se sert de l'outil, mais en même temps, lui-même, il sert d'outil, de cette manière. Oui, le rapport entre 3 et 4 est assez complexe, parce que finalement, c'est un peu la même chose. C'est pour ça que les gens de l'élite ne doivent pas lire des textes à haute voix, comme on le fait à la synagogue, etc., parce que lire un texte,
c'est se comporter de manière tout à fait inférieure. C'est ce que je dirais déroger. Quand on disait déroger, pour dire que quelqu'un d'un certain milieu n'a pas le droit de faire des choses qui appartiennent à la classe inférieure. Et par les nobles déroger en faisant du commerce, par exemple, autrefois. Donc, on ne doit pas demander, c'est une sorte de crime de lèse-majesté, c'est une insulte de demander à quelqu'un de niveau 1 ou niveau 2 de faire des activités de niveau 3 ou niveau 4. C'est absolument inacceptable. Et par conséquent, demander à quelqu'un qui est un créateur, qui est un penseur, de lire un texte à voix haute, c'est une insulte. Tout comme d'ailleurs de lui demander de traduire un texte. Ce sont des activités subalternes, ancillaires, qu'on a. Et, et même à la limite de demander à quelqu'un d'aller voir un spectacle avec cette personne-là, c'est aussi inacceptable. Parce que le créateur, il n'est pas non plus là pour écouter celui-ci ou cela, il est là pour se faire entendre, il est là pour communiquer, il n'est pas là pour recevoir. Ça veut dire qu'il ne va pas être à l'écoute de ce qui s'écrit ou de ce qui se dit, mais d'une manière générale, quand on sort avec quelqu'un qui a un potentiel d'expression, on ne va pas aller assister à ceci ou cela, on va écouter ce qu'il a à dire, ou ce qu'il a à faire, si c'est un compositeur, ou si c'est un... Mais bon, on a aussi ce que j'appelais il y a quelque temps une muflerie. La muflerie commence quand on demande à quelqu'un qui est un créateur, au lieu de lui demander d'écouter ce qu'il a à dire ou de lire ce qu'il a à dire, de dire tiens, on va aller voir un film, par exemple. Ça paraît insignifiant de dire on va voir un film. Et pourtant, c'est une insulte quand elle est adressée à quelqu'un de niveau supérieur. Oui. Donc, pour récapituler, nous avons une structure à 4 niveaux, 1, 2, 3, 4. Et pour compléter donc la série que j'ai commencée à ce sujet, et qui d'ailleurs a été interrompue, je crois parce que il y avait une saturation de la caméra, effectivement, il y a dans l'humanité, c'est pas seulement une question d'organisation d'une société, c'est l'humanité tout entière qui est organisée de cette façon. Et effectivement, il y a tout en haut les hommes, les héritiers des hommes de Cro-Magnon, puis ensuite les héritiers des hommes de Néandertal. C'est un petit peu la dialectique entre Jacob et Ésaü dans le début de la Genèse, avec un Ésaü qui est poilu, donc qui est quelque chose de plus primitif. De toute façon, on voit bien qu'Ésaü est plus primitif que Jacob. Et donc on a une gémellité androgynale, parce que j'ai dit que l'androgynat, c'est pas homme et femme, c'est le niveau 1 et le niveau 2. Dans le niveau créatif et le niveau de transmission, le professeur, le modérateur, le chorégraphe, le chef d'orchestre, le metteur en scène, qui sont au service de l'œuvre du niveau 1. Et eux, ils actionnent le numéro 2. Et on a besoin, comme je disais tout à l'heure, quand on est en 1, on a besoin d'un numéro 2 pour faire l'intermédiaire avec le public. Cela dit, il y a des gens de niveau 1 qui essaient directement d'être en contact avec le public sans passer par le stade intermédiaire. Et ça, c'est fâcheux aussi. Donc, les dysfonctionnements d'une société, c'est quand un des niveaux n'est pas respecté ou n'est pas représenté. S'il manque le niveau 1, ça ne va pas. S'il manque le niveau 2, ça ne va pas, etc., etc. Et voilà une nouvelle grille de lecture, et c'est une nouvelle conception de l'anatomie sociale. J'ai appelé aussi le climat social, mais l'anatomie sociale. C'est qu'une société est articulée comme un corps, elle a plusieurs niveaux de fonctionnement, et si un de ces niveaux est défectueux, eh bien, ça va affecter la qualité générale de cette société. Le corps social va être perturbé par le dysfonctionnement de tel et tel niveau de conscience, tout comme le corps physique est perturbé par un certain dysfonctionnement de tel ou tel organe. Voilà.